Bonjour Adama, bonjour à tous vous qui nous suivez sur notre page Facebook Entre Africa. Alors, je suis heureuse de vous accueillir encore une fois. Ça va faire, je pense, un bon 2 semaines que on s'est pas vu, on s'est pas parlé. J'espère que tous ceux qui nous suivent, vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, on est de retour pour vous parler d'un sujet qui est très intéressé et qui s'adresse bien évidemment aux entrepreneurs. Alors, on a comme pour invité Monsieur Adama Gorou, avec qui nous allons discuter de l'importance en fait d'être accompagné en tant qu'entrepreneur lorsqu'on traverse une crise. Alors, on sait que pour beaucoup d'entrepreneurs, la crise du Covid en fait a été un gros bouleversement et que beaucoup d'entre eux se sont retrouvés du jour au lendemain démunis, sans solution. Alors, on s'est dit que ce serait une belle opportunité justement pour pouvoir parler de l'importance de l'accompagnement, que ce soit avec des coachs ou autres personnes, et voir un peu comment est-ce que, à travers notre discussion, on peut peut-être trouver des solutions pour vous ou alors vous aider. Donc, je vais tout d'abord présenter la Fondation Entre Africa. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui n'ont jamais assisté donc à nos Facebook Live, je suis Daisy Portela. Je suis la chargée de communication de la Fondation Entre Africa. Donc, Entre Africa a pour objectif de bâtir une communauté d'entrepreneurs à fort impact social et économique sur le continent africain. Donc, on croit fortement que les entrepreneurs, c'est vraiment la base en fait d'une économie forte. Et donc, on est à 100% pour que justement le secteur privé soit boosté grâce à nos entrepreneurs. Alors, pour ceux qui sont intéressés à avoir un peu plus d'informations par rapport à notre fondation, par rapport à Entre Africa, et si vous êtes un entrepreneur, je vous invite en fait à vous inscrire sur la barre tout en haut de la page Facebook pour pouvoir justement nous donner vos informations et pour intégrer la communauté Entre Africa. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter donc Monsieur Adama Gorou. Bonjour Adama. Bonjour Daisy, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Et toi-même? Ça va. Super. Merci beaucoup Adama d'avoir accepté en tout cas de participer à ce Facebook Live qui, je pense, va être très, très intéressant. Donc, je vais rapidement te présenter et tu me diras s'il y a des choses que j'ai oubliées. J'espère que non, en tout cas. Donc, Adama, tu es un pur produit, en tout cas, de la Côte d'Ivoire parce que tu es un diplômé de l'INPHB et de l'ISTC. Tu es aussi titulaire d'un Executive Certificate in Business and Entrepreneurship de la célèbre Notre-Dame Université en Indiana. Adama, en 2019, tu as été le cofondateur de l'EDPH, qui est l'école de la différence du potentiel humain et qui dispensait en fait des formations en développement personnel et coach pour les cadres et chefs d'entreprise. Aujourd'hui, depuis 2013, tu es à la tête du cabinet A+ Coaching et le cabinet en fait intervient dans les différents domaines du management d'équipe, de l'entrepreneuriat, de l'art oratoire, du leadership et du développement personnel. Est-ce que j'ai tout dit ou alors il y a des choses qui manquent? C'est bon. On s'arrête là? Oui, on s'arrête là. Ok, super. Alors, Adama, donc, je t'ai sollicité pour ce Facebook Live justement parce que tu as une très grande expérience dans le coaching et on s'était dit, comme je l'expliquais au début, que c'était très important pour nos entrepreneurs de pouvoir être aidés justement lorsqu'ils font face à une crise telle que le Covid. Comme je l'ai dit au début, le Covid du jour au lendemain est venu bouleverser beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises, en fait la vie de tout le monde. Donc on est passé pour certains entrepreneurs d'un moment où ils avaient tout planifié, ils avaient une vision, tout était clair pour eux, à une incertitude totale. Donc aujourd'hui, on va justement parler de ça. Mais avant tout, j'aimerais savoir un peu plus qu'est-ce que A+ Coaching offre, qu'est-ce que c'est que A+ Coaching et est-ce que vous aussi, en tant qu'entrepreneur, vous avez été affecté par la crise du Covid?
Merci beaucoup, Daisy. A Plus Coaching, c'est notre cabinet de développement de leadership qui justement utilise le coaching pour aider à développer le potentiel du leadership dans les organisations. On part en fait d'un principe très simple. Tout est question de leadership. Tout succès et tout échec est d'abord lié à un problème de leadership. Donc, on aide les organisations à développer des programmes qui permettent de maximiser le potentiel de leadership de chaque employé. On arrive à créer un environnement, une culture de travail qui est orientée vers l'excellence et dans lequel les gens sont heureux de travailler. Donc, c'est notre processus, partie du leadership, pour régler les problèmes auxquels font face les organisations. Donc, merci présenté pour A Plus Coaching. Par rapport à la situation de la pandémie du Covid, on est bien évidemment impacté vu que nos activités sont des activités de human to human, d'homme avec une touche humaine qui est extrêmement importante, que ce soit dans l'information, que ce soit dans le management de la facilitation des retraites, que ce soit dans le coaching d'équipe, que ce soit dans les activités de team building, fait d'emmener tout le monde à voir penser l'organisation comme un ensemble qui nous engage tous. Nos activités sont des activités d'interaction humaine. Et donc, en février, on est effectivement très touché par cette crise. Un de mes amis qui travaille à l'agence Côte d'Ivoire PME me le disait hier, il me dit, mais apparemment, le secteur de la formation dans son ensemble est un secteur sinistré. Et effectivement, c'est un secteur sinistré. Parce que même avec la reprise, c'est un peu lent. Et ensuite, les entreprises, en général, ont la mauvaise manie de s'attaquer au poste de formation lorsqu'il y a une récession financière. Alors qu'il faut renforcer justement les individus et les compétences dans ce genre de situation. Voilà, c'est un peu ce qu'on vit actuellement. Mais bon, on essaie de tenir, parce que comme le dit le langage ivoirien, on est déjà on est déjà entrepreneurs. On est déjà né, on est déjà dedans, donc il faut faire avec, il faut juste trouver la force de pouvoir continuer. Ok, super. Alors, Adama, peux-tu nous expliquer un peu ce que c'est que l'accompagnement? Parce que on entend souvent parler de oui, il faut coacher, il faut être accompagné, mais beaucoup d'entrepreneurs ne savent pas forcément, ils ont peut-être une idée négative de ce que c'est que l'accompagnement. Certains même peuvent se dire que eux ils connaissent tout et ils n'ont pas besoin d'être accompagnés. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que l'accompagnement? Alors, j'aimerais prendre un exemple un peu terre à terre. Je pense que Daisy, tu as connu ça à l'époque où on t'accompagnait à l'école. Logiquement, la pédagogie, justement, c'est l'art de l'accompagnement. Donc, on t'accompagnait physiquement à l'école avec quelqu'un qui te prenait par la main jusqu'à la classe et ensuite, la maîtresse ou le maître prenait le relais et t'accompagnait dans un parcours de connaissances. Donc, pour moi, en fait, toute la vie d'un individu n'est qu'un processus d'accompagnement. La qualité de l'accompagnement, donc, on a un individu qui monte en compétence, qui devient meilleur parce qu'il est vraiment accompagné. Accompagner l'entrepreneur, ça signifie quoi? Dans le processus de l'entrepreneur, il y a la naissance de l'idée, il y a la rédaction de son business plan. Idéalement, je veux dire, on n'est pas obligé de respecter toutes les étapes, mais normalement, c'est comme cela. Donc, il a l'idée, il réfléchit à l'idée, il voit si ça va marcher dans son environnement, il élabore un business plan, il fait le lancement de son idée, il a sa période du couloir de la mort entre 1 et 3 ans. Ensuite, il passe à une autre phase de développement. Ça concerne environ 15 à 20% des entreprises, il faut le dire, et ainsi de suite. Donc, lorsque on met en œuvre l'accompagnement entrepreneurial, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on demande aux jeunes, la plupart dans les discours, c'est entreprenez, entreprenez, entreprenez. Et on a l'impression qu'on jette un os à un chien qui a faim. Les gens cherchent du boulot d'abord. Et on leur dit entreprenez comme si c'était en fait pareil. Comme si, voilà. Alors que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui n'est pas du tout simple. Et garantir le succès de l'entrepreneur, c'est de mettre en place ces dispositifs qui, depuis la génération de l'idée jusqu'au développement et à la croissance de l'entreprise, qui assure en fait son succès pour éviter qu'il ne sorte du droit chemin, j'ai failli dire,
et qu'on fait une entreprise qui commence par l'idée d'une personne et qui peut employer une dizaine d'autres personnes. C'est de cette seule manière-là qu'on peut juguler la question du chômage. Donc, on l'accompagne en tant qu'individu, on pense ses faiblesses, déterminer sa personnalité, et comment tout ça impacte ses prises de décision. On l'accompagne techniquement parce que la rédaction d'un business plan, là, on est vraiment dans la technique. On l'accompagne financièrement avec un dispositif qui puisse lui permettre d'avoir accès au site capital, qui est le capital de départ. Et on l'accompagne dans la gestion, dans la gouvernance de son entreprise pour lui donner les outils, tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est stratégie, etc. Et on l'accompagne en phase de développement pour les sports. Il va commencer à distribuer son article dans 10-15 pays, etc. Il y a un organisme étatique qui s'appelle Côte d'Ivoire Export, je dis n'importe quoi, qui lui facilitera certaines choses. Voilà. Donc, c'est tout au long de la vie de l'entrepreneur que cet accompagnement est nécessaire. OK. Alors, quelle est la différence, quels sont les différents types en fait d'accompagnement? On entend le coaching, on entend, c'est-à-dire on a tellement de mots en fait qui parlent d'accompagnement qu'on ne sait plus qui fait quoi, qui est spécialiste dans quoi, le mentor, le coach, est-ce que c'est la même chose? Le mentor, le consultant, le coach. Voilà, exactement. Alors, donc on va essayer de tirer, de tirer les éléments de distinction entre ces trois formes d'accompagnement. On a d'abord parlons du mentorat. Okay? Le mentorat, c'est une action qui n'est pas rémunérée. Donc, il faut qu'on s'accorde bien là-dessus d'abord. C'est une action qui n'est pas rémunérée, qui est un processus par lequel un entrepreneur expérimenté décide de façon pro bono, de façon volontaire et gracieuse, de mettre son expérience à la disposition d'un entrepreneur plus jeune. Autrement dit, il lui partage son expérience, il le challenge sur ses prises de décision, il lui ouvre, dans le cas échéant, son réseau de partenaires. Si cet entrepreneur expérimenté a 30 ans d'expérience, imaginez ce que ça représente pour un entrepreneur qui a seulement 3 années d'expérience de se faire mentorer par quelqu'un qui en a 30. C'est un gain de temps époustouflant. Donc, le mentor est dans une relation où il s'inscrit dans la durée. Ça, il faut le préciser, parce qu'il y a une relation de mentorat. Pour moi, le minimum doit être 12 mois. Le minimum, franchement, le minimum, sinon plus. Il travaille sur le savoir-être, le savoir-faire également, parce que si, idéalement, le mentoré est dans le même secteur d'activité, on imagine les gains en termes de partage d'expérience, que ce soit dans les processus industriels, que ce soit dans le marketing, etc. Donc, on a un transfert de compétences, d'expérience, quelque chose qui fait faire un bon qualitatif aux jeunes entrepreneurs de se faire accompagner par un mentor qui, lui, par exemple, en a 20 ou 30, qui en a des vertes et des pas mûres. Donc, c'est vraiment cela la relation du mentorat. Le mentorat. Le consultant, lui, c'est un expert, on va dire, du domaine. Il a une seconde, Adama, là tu as dit le consultant. Est-ce que le consultant, c'est un coach aussi? Non, le consultant n'est pas forcément un coach. D'accord. Et la consultance ou le consulting sont voisins. Hein? Ce sont des cousins. OK. Alors, on peut être coach et consultant, mais quand on fait de la consultance, on n'est pas nécessairement en train de faire du coaching. D'accord. Mais déjà, parlons du consultant. Le consultant, c'est un spécialiste, un expert, qui est bien évidemment aussi rémunéré. Il travaille sur le savoir-faire de l'entreprise et en général, il vient avec des objectifs. Enfin, on travaille sur on l'accompagne. Le consultant, il accompagne l'entrepreneur par rapport à des objectifs qui sont fixés. Il n'a pas forcément l'expérience d'un entrepreneur. C'est ce qu'il faut dire. Il n'a pas forcément l'expérience d'un entrepreneur. Un entrepreneur, par exemple, peut avoir un consultant en stratégie.
Oui, tout à fait. Le consultant en stratégie n'a jamais été entrepreneur, mais pour avoir travaillé sur des dizaines de stratégies d'entreprise, il est capable d'accompagner l'entrepreneur dans la démarche stratégique qui lui permettra de bâtir la stratégie efficace de son entreprise. Tout à fait. Donc là, le consultant, c'est vraiment un expert. C'est vraiment un expert. Ensuite, on a le coach. Le coach. Le coaching, les Canadiens disent entraîneur. L'entraîneur. Un entraîneur, oui. Je dois tout franciser. Mais c'est bien de dire entraîneur parce que le coaching vient du domaine sportif. D'accord. Le coaching vient du domaine sportif. Autrement dit, si tu joues au tennis, que tu as un coach, le rôle du coach, c'est de t'emmener à devenir la meilleure tenniswoman possible, au mieux de tes potentialités. Le coach de, comment il s'appelle ce coureur jamaïcain, Usain Bolt, oui. Son rôle, c'était de faire courir Usain Bolt le plus vite possible, au mieux de ses capacités, en tenant compte de qui il est mentalement, de sa taille, voilà, parce qu'il n'a pas entraîné comme il entraîne les autres coureurs, parce qu'il avait ses faiblesses, il avait ses forces, il avait ses challenges, etc. etc. Donc, de façon imagée, c'est ça le rôle du coach. C'est d'emmener la personne qu'il coach, qui l'accompagne, à exploiter au mieux ses potentialités face aux différents challenges auxquels il fait face. Et lui, c'est un acteur qui est rémunéré, contrairement par exemple au mentor. Au mentor, c'est ça. Il utilise des méthodologies qui sont différentes de celui du consultant. Le consultant, lui, il est forcément un expert de la question suite dans laquelle il est consultant. Le coach n'a pas besoin d'être un expert de la question. Par contre, un expert du coaching capable de porter dans une démarche structurée la relation de sorte à ce que son client puisse trouver les moyens en lui-même pour faire face à ces challenges. Ces challenges, d'accord. Donc, on est dans deux approches complémentaires mais différentes. D'accord, ok. Et donc, ça veut dire en fait qu'un entrepreneur peut avoir à la fois un coach et il peut avoir un mentor. Exactement. Parce que l'intervention du coach n'est pas, contrairement au mentor, l'intervention du coach peut se faire sur une courte durée. On peut avoir recours à du coaching pour 6 séances, pour 10 séances, pour 12 séances. Ça peut se faire sur 3 mois, contrairement au mentorat, par exemple. Et le consultant, sa durée, il peut intervenir pendant 2 semaines ou 1 mois ou 6 mois en fonction de la taille du projet ou bien de la taille de l'entreprise. Mais déjà, la différence entre le coach et le consultant, c'est que le consultant, lui, il est forcément un expert. Donc, il doit venir avec les réponses pour la personne qui l'accompagne. Le coach n'est pas forcément un expert, mais c'est un expert du coaching qui, dans un processus, doit pouvoir amener l'entrepreneur à utiliser au mieux son potentiel lorsqu'il fait face à ces différents challenges. Et le mentor, lui, c'est un bénévole, il n'est pas payé pour ce travail-là. Il c'est vraiment le mentor, il accompagne quelqu'un de plus jeune pour lui éviter les écueils, pour lui éviter les pièges du milieu dans lequel lui, en tant que mentor, il a déjà excellé. Ok. Donc, en fait, si je résume un peu ce que tu viens de dire, c'est que le coach, lui, il va travailler vraiment sur l'entrepreneur, sur la personne même de l'entrepreneur, pour pouvoir l'aider, comme tu dis, à faire ressortir, en fait, ce qu'il y a de meilleur en lui pour prendre les meilleures décisions. Le mentor, lui, il est là pour guider, en fait, l'entrepreneur. Comme tu dis, c'est pour ne pas avoir à refaire les mêmes erreurs. Donc là où lui, il a échoué, il va le guider pour lui dire non, ne fais pas la même chose que moi, j'ai fait là. Il partage ses conseils. Voilà. Mais le mentor, ce que j'aimerais dire aussi, le mentor peut utiliser des outils de coaching. Parce qu'au lieu de dire à l'entrepreneur, par exemple, ne fais pas ci, ne fais pas ça, il peut procéder par questionnement, lui poser des questions. Ça, c'est des outils du coaching. Mais il reste un mentor. Il n'est pas rémunéré pour le travail qu'il fait. Il fait ça de façon volontaire et il fait ça avec générosité de cœur. Il partage ses réseaux. Il a de bons conseils et puis il entretient cette relation où il se sent responsable aussi des résultats de celui qu'il est en train de mener. Ok. Alors, en ce moment, à cause du Covid, en fait, il y a un mot à la mode qui revient fréquemment.
c'est se réinventer. Donc, on dit, bon, ben voilà, il y a la crise, on a paniqué, maintenant, il faut agir. Et comment on agit? On doit se réinventer. Moi-même, je parle ici, mais nous-mêmes, en fait, c'est ce qu'on dit à nos entrepreneurs. On doit se réinventer, on doit se réinventer. Donc, dans quelle mesure est-ce que, en fait, l'accompagnement peut aider justement les entrepreneurs dans ce cheminement-là? Ok. Se réinventer, effectivement, on parle de new normal, il y a beaucoup de thématiques. Voilà, c'est ça. par rapport à ça. On était dans un monde, on va dire, normal. Et sans forcément l'avoir vu venir, parce que ça se passait tellement loin de d'autres choses. Un matin, on était avec une situation à laquelle on n'est pas du tout préparé. Et la panique a cédé place à l'inquiétude. L'inquiétude nous amène à une forme de confusion. Et on constate que nos modèles sont éprouvés. Tous nos modèles sont éprouvés. On n'achète plus de la même manière, on ne vend plus de la même manière, les chaînes d'approvisionnement sont complètement bouleversées. Et donc, il faut se réinventer. Il faut changer sa façon de faire, il faut changer sa façon de penser le business. Parce que nous n'avons peut-être plus m'approvisionner en Chine ni en Turquie. Qu'est-ce que je fais? Tout à fait. Je ne peux plus vendre comme je faisais parce que mes clients ne sont plus disponibles physiquement. Qu'est-ce que je fais? Je suis dans un business qui va connaître une période difficile pour les 2 prochaines années. Qu'est-ce que je fais? Donc, c'est toutes ces questions-là qui rentrent dans le cadre de se réinventer. Mais se réinventer, pour moi, il y a un aspect très important qui est le côté mindset. Et ce côté mindset-là, il est important. Parce que lorsque une telle situation arrive, les premiers à prendre des décisions sans trop savoir d'abord dans quoi ils s'engagent sont les premiers à profiter des retombées de leurs décisions. Les premiers à décider de passer du digital, de faire un certain nombre de pivots, même lorsque ils ne savaient pas où cette décision allait les emmener. 2-3 mois après, ont déjà des processus qui leur permettent de capter un certain pourcentage de leur chiffre d'affaires. À ceux qui, aujourd'hui, n'ont plus le choix, ils sont dos au mur, qui ont déjà perdu 2-3 mois, et peut-être les ressources même qui auraient pu permettre d'investir dans ce changement-là. Donc, il faut d'abord pour l'entrepreneur comprendre la période qu'on vit et d'être convaincu de la nécessité de changer. C'est vrai qu'il est un peu tiré au forceps parce que c'est pas un changement que tu planifies aujourd'hui. On n'est plus dans l'époque où on dit dans 2 ans, on va virer, on va travailler de sorte à ce que 40% de notre chiffre d'affaires viennent du digital. Non, on n'est plus dans, il faut décider ici et maintenant et il faut tout décider en même temps. Donc, ça demande un état d'esprit vraiment proactif. Et la dépression du moment, il faut avoir une forte mentalité pour se dire non, on peut y arriver, on peut dépasser ça, on peut traverser cet orage. Donc, c'est vraiment un aspect important. Ensuite, on ne se réinvente pas seul. C'est un processus qui doit embarquer toutes les parties prenantes, notamment les équipes et tout. Mais on est mentoré par quelqu'un qui, lui, a vécu d'autres crises. Parce qu'avant cette crise, pour ceux qui connaissent bien ce pays, on a eu des crises en 2019, 2002, 2004, des crises économiques. Donc, un entrepreneur qui a la chance d'être mentoré aujourd'hui par quelqu'un qui, lui, a traversé tout ça en termes de mindset, en tant qu'individu, en tant que chef d'entreprise, cette personne a accès, en fait, à une source d'expérience, pour moi, qui vaut des millions. Imagine cette conversation avec entre un jeune entrepreneur et celui qui a déjà passé par plusieurs crises. Ce transfert de connaissances, ce transfert même, je dirais même d'espoir, hein, cette façon de faire. Parce que la prise de décision, dans ces moments-là, est un peu brouillée par tous les signaux qui nous viennent de partout. Et parce que tout devient urgent, tout devient important, on ne sait plus où mettre la tête. Donc, un mentor est vraiment
bien placé pour nous dire comment il voit clair. D'autant plus que si ce mentor lui-même a déjà traversé des moments pareils et qui lui est plus aguerri aujourd'hui à gérer cette crise, on a une immense ressource pour nous permettre à notre tour de passer ces moments difficiles. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai, comme tu dis, que beaucoup d'entrepreneurs, en fait, comme on a dit, hein, ils sont perdus, ils savent pas en fait quoi faire, où donner de la tête et tout. Et je pense vraiment que l'appui, en tout cas l'accompagnement en ce moment précis-là, je pense que c'est primordial. C'est primordial pour nos entrepreneurs pour justement qu'ils puissent arriver à prendre la meilleure décision dans le plus petit délai que possible. Il n'y a pas longtemps, on a fait justement un Facebook Live sur la mentalité du growth hacking. La mentalité du growth hacking qui justement poussait les entrepreneurs à créer un nouveau service ou un nouveau produit en un temps record, on va dire en 2 semaines. Il fallait sortir quelque chose comme ça. Et justement, on mettait justement l'accent sur ce type de mindset-là. Il fallait pas rester avec une mentalité figée qui ne nous poussait pas à nous réinventer ou alors à créer quelque chose de nouveau ou alors à répondre aux besoins actuels, mais plutôt avoir cette mentalité-là d'aller chercher de pouvoir répondre très rapidement, de pouvoir trouver des solutions assez rapidement aux problèmes auxquels ils font face. Donc, ce que tu as dit, c'est exactement ça, en fait. Alors, donc, pour de nombreux entrepreneurs, justement, ils font face, comme on a dit, à des baisses de chiffre d'affaires. Il y en a qui font face à des licenciements. Il y en a qui sont obligés de fermer. Est-ce que vous, les coachs, est-ce que vous êtes là pour les aider dans ces, comment je peux dire ça, dans ces domaines bien précis, ou alors vous avez un autre rôle à jouer pour pouvoir justement les aider à prendre des décisions par rapport à ça? Oui, tu vois, notre rôle en tant que coach, c'est vraiment de secouer le client de sorte à ce qu'il voit les choses d'un autre regard. La capacité de coach, c'est la capacité à poser les bonnes questions. Et je pense que les questions, dans ces moments-là, sont plus importantes que les réponses parce que de la qualité de la question va dépendre de la qualité de la réponse. Donc, c'est vrai, il y a des situations de baisse de chiffre d'affaires, de licenciement à faire, d'autant plus compliqué que quand on connaît ses employés, une boîte à taille humaine où on se connaît, on s'appelle par notre prénom, on prend les nouvelles du radar. Tout à fait. Une boîte fermée, il y a une pression extrêmement difficile. Et c'est là qu'on sent la solitude de l'entrepreneur. Une solitude psychologique, même une solitude physique, parce qu'aujourd'hui, avec le fait que beaucoup soient reclus chez eux, cette solitude-là est d'autant plus mal vécue. Tout à fait. J'aimerais citer l'armée. Dans l'armée, on dit en général qu'un soldat isolé est un soldat mort. Donc, en fait, c'est un peu comme chez les entrepreneurs. Voilà, un soldat isolé est un soldat mort. Et donc, le soldat mort, ce qu'il faut faire, c'est de sortir de son isolement. Et le fait d'avoir un coach est déjà un bon début pour sortir de son isolement. Ça veut dire que quelqu'un, en toute confiance, avec qui je peux parler, parce que jusqu'à présent, les entrepreneurs ont encore du mal, et je le comprends, de se sentir vulnérables. Et dans cette période-là, justement, il y a cette vulnérabilité. Souvenez-vous, même au niveau étatique, les 2 discours du président français, le discours du 20 et quelques semaines après, face au flou de la situation, le discours d'humilité, de supplication presque de la population pour faire front ensemble. Donc, les entrepreneurs passent des moments extrêmement difficiles et rester seul n'est pas la solution. Il faut se faire accompagner. Ça va vous permettre de mieux gérer vos stress. Ça va vous permettre d'y voir un peu plus clair. Ça va vous permettre de prendre donc des décisions éclairées et prendre des décisions avec lesquelles vous pouvez dormir la nuit. Parce que même si vous savez que vous avez dû vous séparer de certaines personnes, c'est pour sauver peut-être un plus grand nombre. C'est pour que, dans quelques mois, le business soit relancé et que vous puissiez, peut-être dans une certaine mesure, rappeler ces personnes-là au plus tôt, mais vous devez les accompagner. Ça, c'est le premier point au budget. Ensuite, vous entamez une transformation de votre activité, de votre business plan, de vos process, de vos façons de faire. Et il n'y a aucune stratégie qui marche si elle n'est fondée sur une culture d'entreprise qui la sous-tend. Donc, vous pouvez intervenir dans un second temps
au niveau du coaching d'équipe, pour vous aider donc à emmener les équipes à être alignées ou à changer de culture pour faire face justement aux différents changements qui arrivent. Donc là, on rentre dans le change management. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir les outils, il ne s'agit pas d'avoir l'informatique, le logiciel, etc. Il faut aussi avoir les gens qui ont la mentalité, l'attitude nécessaire pour faire face à ces différents changements. Il y a des personnes de 45 ans et plus qui étaient un peu perdus pour dire, mais bon, dans ce nouveau monde, on fait des technologies, de logiciels, comment on appelle ça, logiciels collaboratifs, Asana, on leur parle de Google Meet, qui se sentent perdus, qui se sentent en insécurité, qui ont peur pour leur job. Ils se disent, mais est-ce que quand tout ça va finir, on va me regarder du même œil, est-ce que je suis encore compétent pour occuper mon poste alors que je suis dans ce nouveau monde de technologie? Et donc, quand on a des gens qu'on veut emmener à changer de façon de travailler, à changer de façon de faire, il faut les amener sur le côté psychologique. D'autant plus que c'est un programme psychologiquement pour tout le monde. La peur d'être contaminé, la peur que ces enfants soient contaminés, les enfants qui sont à la maison, la reclusion dans nos 4 murs. Déjà, c'est un chantier. Et ensuite, au niveau de l'entreprise, tout est en train d'être bouleversé. Donc, on rajoute une nouvelle couche. Et il est important de faire intervenir un prestataire externe pour accompagner vos équipes dans cette transformation, dans ce changement, un endroit, un interlocuteur de confiance où on peut partager nos peurs, qui peut nous challenger sur notre vision du monde, sur nos blocages internes par rapport au changement et pouvoir mener ainsi l'équipe à embrasser le changement et à pour faire survivre l'entreprise. Alors déjà, effectivement, Adama, lorsque on n'est pas dans une période de crise comme celle-là, dès qu'il y a un petit changement dans une entreprise, beaucoup d'employés se sentent vulnérables. Donc, j'imagine avec cette grosse crise sanitaire là, ça doit être la panique totale. Et les entrepreneurs, en plus de devoir gérer leur entreprise, leur business, doivent aussi gérer le côté psychologique de leurs employés. Alors, quel est le type de soft skills en fait que les entrepreneurs doivent avoir dans cette période justement de crise? Sur quoi est-ce qu'ils doivent travailler principalement? Ok. C'est un moment qui est vraiment intéressant pour nous qui sommes dans le développement du leadership, parce que ce moment-là vient mettre encore plus en exergue le fait qu'on dise toujours que le leadership avant tout. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est une crise de leadership. Pour y faire face, il faut développer un meilleur leadership. Et le leadership n'a jamais été rien d'autre que de mettre les gens au centre. Mettre les gens au centre. Ça n'a jamais rien été d'autre que ça. Les gens l'ont confondu à l'autorité, au pouvoir, à plein de choses. Mais le leadership, comme le disent les Américains, it's all about people. Donc, c'est vraiment ça, les gens d'abord. Et pour moi, la première des qualités à développer, c'est vraiment l'empathie. L'empathie, cette capacité à prendre la place de l'autre. Parce que trop souvent, isolés dans notre tour d'entrepreneur, avec tous nos problèmes, le banquier, le temps, on en oublie qu'on travaille avec des gens. Et il faut prendre le temps de se mettre un peu à leur place. Mais là, Adama, excuse-moi, je vais te couper, mais quand on parle d'empathie, l'empathie, là, jusqu'où est-ce qu'on peut l'étendre, cette empathie? Parce qu'à un moment donné, comme on dit en anglais, we run a business. This is a business. Donc, c'est peut-être vrai qu'il faut avoir de l'empathie. Mais souvent, on dit en business, there's no pity because it's business. Il n'y a pas de pitié en business. Non, je suis pas d'accord. Est-ce que, bon, justement, moi, je me fais tout le temps dans des Facebook Live. Donc, il y en a qui vont penser comme ça, Adama. Il y en a qui vont dire, ok, bon, c'est bien beau, oui, on est en train de traverser une crise, mais moi, je dois avant tout sauver mon entreprise. Je dois m'assurer que, voilà, je peux payer les charges et tout ça. Donc, désolé, il n'y a pas de pitié, quoi. No pitié. Qu'est-ce que tu penses de ça? Jusqu'où l'empathie doit aller, en fait? Alors, déjà, parlons je voudrais qu'on essaie de circonscrire par rapport à ce concept d'empathie.
C'est notre capacité à nous mettre à la place des gens et à voir les choses de leur point de vue. OK? Ce qui fait quoi? Que dans les cas de prise de décision, on a beaucoup plus d'éléments qui nous permettent de prendre la bonne décision. Je prends un exemple. Dans cette période, imaginez un employé qui, en général, a toujours été performant, qui se retrouve à la fin, et depuis un moment, vous constatez qu'il perd en performance. L'empathie, c'est de se demander qu'est-ce qui se passe pour qu'il baisse en performance de cette manière. Donc, on essaie d'abord de comprendre sa situation, de se mettre à sa place. Alors, en vous mettant à sa place, peut-être que vous découvrirez que, en fait, le monsieur s'est retrouvé seul avec ses enfants à la maison parce que son épouse a été bloquée justement par le Covid dans un pays étranger ou quelque chose. Et si vous deviez prendre la décision de le virer, est-ce que cette donnée-là ne va pas vous aider à appréhender la chose sous un autre angle? Autrement dit, à plutôt essayer de voir comment se mettre de son côté pour aménager soit l'agenda, soit ces choses, pour qu'il puisse se renouer avec la performance. Parce qu'on sait que c'est quelqu'un de performant. Donc, c'est comme ça que j'envisage l'empathie dans les relations professionnelles. Il s'agit pas de conduire. Vous dites, non, tu fais tout ce que tu veux. Après, on dira, non, il a connu une enfance difficile. C'est pourquoi il est comme si. C'est pourquoi. Non, on va tout excuser dans ce cas-là. Même les criminels en série, on va les excuser. Mais c'est de comprendre qu'est-ce qui ne va pas et si j'étais à sa place, comment je serais en train de vivre ce moment-là. Les personnes qui sont dans la peur que le contrat ne soit pas reconduit. Je croise ou que j'ai une réunion, quand je le regarde, est-ce que je pense à sa situation? Quels sont les mots que je peux lui dire? Même si je dois arrêter son contrat, comment est-ce que je vais lui parler? Est-ce que je vais lui envoyer un simple SMS? Parce que vous savez qu'il y a des entreprises qui ont viré leurs employés par WhatsApp, qui ont envoyé par WhatsApp carrément. Aucun appel avant, rien du tout, aucun accompagnement. Un matin, vous recevez un message via WhatsApp, vous allez consulter votre messagerie, on dit non, pour cause de Covid, etc., vous êtes viré. Pour les gens qui étaient là depuis 3, 4, 5 ans, c'est vraiment fait preuve d'un manque d'empathie. Je peux dire, s'il y a des décisions fermes qui doivent être prises, comme le licenciement, comme la baisse des salaires, qu'il ne faut pas le faire, mais qu'il faut le faire en gardant la touche. Un matin, qui sied à ce genre de tragédie, à ce genre de moment. Donc, tout ce que vous disiez à vos collaborateurs, non, nous devons nous souder, nous sommes une équipe, tout ça, ça veut dire qu'en fait, c'était du pipeau. Voilà. Et n'oubliez pas que dans l'organisation, il y a une mémoire collective. Pour ceux qui sont restés, ils regardent ce qui arrive aux autres. Tout à fait. Les Ivoiriens savent bien de quoi il s'agit. Nous, ce qui arrive au poulet blanc, c'est ce qui arrive au poulet noir. Le gars, il sait que, mais c'est comme ça que je risque de finir, en fait, si je reste dans cette voie. Ça veut dire qu'un matin, sans explication, sans même un peu de compassion, sans rien, en fait. Vous allez simplement laisser traîner un souvenir douloureux, un souvenir traumatisant au sein de vous. Et même les meilleurs qui sont là, ils vont chercher à partir dès que la situation. Donc, l'empathie ne doit pas nous empêcher de prendre des grandes et bonnes décisions pour sauver la boîte, pour sauver la majorité. Mais ça doit guider, en fait, notre prise de décision, pour savoir comment on prend ces décisions. Et le cas nécessaire, les personnes, parce qu'on comprend que la situation n'est pas facile. Il ne faut pas être froid, il ne faut pas être de pierre, parce que la situation est difficile. La situation est difficile. Il faut mettre les gens en priorité lorsque la situation est difficile. Merci Adama. Bon, je vais retirer alors ce que j'ai dit. Pour vous qui nous suivez, en tout cas, si vous êtes d'accord avec ce que M. Adama Goro a dit, likez, partagez aussi cette vidéo-là pour que d'autres entrepreneurs qui sont un peu dans la détresse, un peu démunis puissent
écouter les conseils. Adama, avec les entrepreneurs que tu accompagnes en ce moment, dis-moi un peu, qu'est-ce que tu remarques chez eux suite à cette crise que tu ne voyais pas avant, en fait? Alors, ce qui est intéressant dans cette crise, parce que dans toute chose, il faut tirer le côté positif et puis pour le côté droit, c'est que les entrepreneurs sont devenus humbles. Ils sont devenus humbles. Ah, les entrepreneurs ont dit que vous n'êtes pas humbles à la base. Hein. Oui, ils sont devenus humbles. En fait, c'est normal parce que être entrepreneur, ça demande une confiance en soi. Tout à fait. Et donc, parfois, quand on ne maîtrise pas cette confiance en soi, on peut paraître arrogant, on peut paraître trop sûr de soi, on sait où on va, on est passionné par son produit, on va casser la baraque cette année, on va faire ci, on va faire ça et tout. Et du coup, le brouillard qui est devant nous fait qu'on ne peut même pas avoir 3 mois. Personne ne sait ce qui va faire jusqu'en décembre. Les gens arrêtent de faire des prévisions. On dit non, on va sauver les meubles, on va voir comment tenir le coup, on va voir ceci, on va voir cela. Et donc, du coup, ça les rend très humbles dans une posture où ils sont capables de bien écouter et surtout de faire appel aux autres, de dire ah les gars, comment on fait? De faire donc du leadership collaboratif, de sortir du leadership héroïque, genre le Superman, le super-héros qui sait où on va, qui mène ses troupes, pour revenir à l'homme de troupe qui dit les gars, écoutez, on fait comment? Est-ce que vous avez une idée de comment on va faire ceci? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Parce qu'ils comprennent que tout le monde est vulnérable aujourd'hui. Et comme je disais, Dani, je dis cette crise-là, c'est la seule qui nous met à égalité avec nos leaders dans nos pays et même les savants. Parce qu'à un moment donné, on savait comment. Nous et les savants, on était au même niveau. C'est que personne ne savait absolument rien. Et ça pousse vraiment à l'humilité. Regardez les discours des va-t-en-guerre ou bien les discours de départ qui ont laissé place vraiment à quelque chose de très apaisé, etc. Parce que justement, il a éprouvé nos super pouvoirs de leader, en fait. De dire, ouais, le gars qui sait vraiment les choses, il sait où il va, il sait ce qu'il faut faire. Au gars qui ne sait même pas de quoi demain sera fait et qui est obligé de baisser la garde. Et je pense que c'est très bien parce que pour moi, c'est ce que le leadership devrait être. Et donc, d'avoir cette attitude-là, où on pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait dans cette situation. Et que le leader, il doit en dernier. Hein, pour une fois, laisser la parole aux autres parce qu'ils sont des parties prenantes. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Parce que lorsqu'elles ça ne les arrange pas. Quand elles réussissent, ça les arrange. Donc, les collaborateurs, les parties prenantes. Donc, aujourd'hui, ce coup-là fait que, du coup, on a affaire à des entrepreneurs qui sont plus un peu plus, qui sont d'avis qu'on peut se tromper et qu'ils ont peut-être pris des décisions qui n'étaient pas les bonnes au début. Et qui sont vraiment décidés à survivre et à mettre l'intérêt de l'entreprise au centre. Et surtout, comprendre la valeur des individus. Parce que tout ce qu'on dit, réinvention, changement de stratégie, digitalisation, ça demande d'abord de la ressource humaine, compétente et motivée. Le départ, les hommes. Les hommes, oui, tout à fait. Ok, donc, pour toi, en tant que coach, c'est l'humain avant tout. Avant tout. C'est l'humain avant tout. Ok. Et je pense que c'est vraiment une bonne leçon, vraiment à enseigner aux entrepreneurs, parce que sûrement qu'au début, quand ils ont dû se lancer dans l'entrepreneuriat, ils avaient une autre idée. Peut-être ils se disaient que le plus important, c'est faire de l'argent, faire du profit tout de suite, pouvoir trouver rapidement quelqu'un qui peut les aider et tout. Mais ils n'ont pas pensé peut-être que effectivement c'est l'humain avant tout, parce que ce n'est pas aussi la priorité pour un entrepreneur de mettre l'humain avant tout. Mais je pense qu'avec le temps, ils se rendent compte que tout seuls, ils ne peuvent pas y arriver. Et qu'ils sont obligés de s'entourer, en fait. Hein, c'est bien ça? Non, c'est bien cela. Et le profit,
n'est qu'une conséquence. Ouais. Le profit n'est qu'une conséquence de quelque chose. Le profit n'est qu'une conséquence. C'est une conséquence de quoi? C'est une conséquence d'une vision claire, c'est une conséquence d'une mission engageante, c'est une conséquence de valeurs pérennes sur lesquelles sont basées l'entreprise, c'est une conséquence de l'alignement de l'équipe sur la culture de l'entreprise, c'est une conséquence sur le développement, par rapport au développement de la stratégie, etc., etc. Et à la fin, il y a le profit. Le profit n'est que la conséquence d'un certain nombre de paramètres qui, quand ils sont bien élaborés, bien alignés, la conséquence, c'est qu'on gagne de l'argent. Donc, on peut commencer par la conséquence et puis essayer de remonter le fil. Tout à fait. Tout à fait. Alors, Adama, donc, j'imagine que tu penses, que tu crois fondamentalement qu'un entrepreneur doit être accompagné. Oui. Absolument. Absolument. Absolument, parce que ce n'est même pas le business, en fait. Je ne suis pas en train de le dire parce que je suis coach ou oui, bien sûr. Oui, parce que c'est vraiment mon expérience personnelle. C'est vraiment mon expérience personnelle. J'ai eu mon premier mentor dans les années 2017. Et après cela, j'ai eu d'autres mentors, que ce soit dans le domaine du coaching, que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, je suis le fruit moi-même du mentorat. Et je suis mentor dans différents programmes, dans le programme Tony et les Goulous, dans le programme CEFIS, le leadership des jeunes dames. Je suis mentor dans d'autres programmes. J'ai des mentorés au Togo, au Cameroun, au Niger, au Bénin. Donc, à double titre, pour avoir été mentoré et pour être mentor, je sais à quel point le mentorat, je parle du mentorat spécifique, je sais à quel point le mentorat, par exemple, est extrêmement important pour nous faire bien. Alors, lorsque je suis mentoré au début de ma carrière de coach, quand je suis mentoré par une coach de Chicago qui a 20 ans de coaching, et que je suis peut-être à ma deuxième année, qui me met son expérience à disposition, qui me met des outils à disposition, qui m'aide à préparer mes séances de coaching en amont, etc. Mais ça n'a pas de prix, c'est plus qu'un MBA. Et que je bénéficie de cet accompagnement-là pendant plus d'1 an. C'est clair que ça te fait en fait ça te permet en fait d'aller en mode accéléré. Et après j'ai eu d'autres mentors. La possibilité de pouvoir prendre son téléphone et appeler pour dire je suis dans une passe un peu compliquée, il y a tel aspect du business, je ne m'en sors pas trop, etc., etc. Et le mentor dit, OK, passe me voir pour qu'on en discute. Et qui te dit, ah, mais tiens, ce que tu dis, ça me rappelle quelque chose. J'ai bien fait face à ça. Voici comment on a fait besoin pour nous en sortir. Maintenant, utilise cette expérience pour voir dans ton cas spécifique comment tu peux trouver une option par rapport à ça. Ah, mentor, j'ai réfléchi, je pense que je peux faire comme ça, je pense que je peux faire comme ça. Et là, le mentor te dit, bon, OK, et si tu fais comme ça, quelles sont les conséquences? Est-ce que tu ne penses pas que si... Ah, non, je me rends compte que j'ai besoin d'un élément de contact. Ah, mais tiens, le mentor qui te dit, ah, mais tiens, j'ai mon ami tant qui peut te donner un coup de main là-dessus. C'est ça. Et qui te fait avoir accès à un réseau particulier. Donc, franchement, c'est vraiment de démarrer. C'est comme si on te donnait c'est comme si on te donnait un booster. C'est comme si on te donnait un booster pour ta carrière. Et le grand succès se base justement sur les mentorats. Je lisais sur Branson, le fondateur de Virgin. Virgin, oui. Oui, qui disait qu'il est le fruit du mentorat et qu'il en est là où il est parce qu'il a eu les meilleurs mentors possibles. Et donc, on voit que ça a aidé, hein, parce qu'aujourd'hui, il est là. Exactement. Pour moi, on prend un entrepreneur qui a la motivation de réussir, on le met en lien avec un mentor. On appelle ça, on fait des mariages arrangés. Hein? On le met en duo avec un mentor expérimenté
hein, qui a des valeurs éthiques, qui a construit son business, qui a vraiment travaillé dur pour en arriver là où il est, qui connaît tous les mécanismes. Mais combien d'années vous donnez à cet entrepreneur-là pour réussir? Il ne va pas passer par les mêmes étapes que celui qui n'est pas accompagné. Parce que celui qui n'est pas accompagné, il ne sait même pas où il va mettre les pieds. Parfois, il commence à plonger d'abord, il est sur le point de se noyer même, et puis on vient de sortir de là, on essaie de le réanimer, etc. Alors que l'avantage d'avoir un mentor, ça ne veut pas dire que ça sera facile, mais ça veut dire que tu as moins de chances de te noyer parce qu'il y a quelqu'un qui tient une bouée de sauvetage qu'on peut te tendre à tout moment dans le parcours. Parce qu'il faut dire qu'à chaque niveau de parcours, il y a des niveaux de difficultés qui s'associent. On peut avoir un mentor à ses débuts, avoir un autre au milieu, un autre à la fin, tout comme on peut avoir un seul mentor qui peut nous accompagner tout au long du processus. Mais ça dépend. Moi, pour ma part, j'ai eu plusieurs mentors. Donc, je ne suis pas. C'est vraiment intéressant parce qu'on a des expériences croisées et c'est vraiment très bien. Mais sans mentorat, je trouve qu'on va y arriver, mais beaucoup plus difficilement. On va y arriver, mais de façon statistique, on sera moins nombreux à sans accompagnement. Ça, c'est ce qui concerne le mentorat. Maintenant, pour ce qui concerne le coaching, ça, c'est. Je ne sais pas comment on fait en fait pour ne pas avoir de coach. Voilà. Si vous n'avez pas de mentor, bonjour, arrêtez de faire ce que vous faites, allez vous chercher un mentor ou un coach. Vous allez revenir en fait, c'est ça. Et ne discutez pas les tarifs du coach si vous donnez le tarif accepté tout de suite, d'accord? OK? De satisfaire ou rembourser. Oui. Parce que le coaching en termes de développement de soi, en termes de performance, en termes d'équilibre, en termes de. Ça n'a pas de prix. Parce que lui, c'est un professionnel. Le mentor n'est pas forcément un professionnel. Il partage l'expérience, il est volontaire. Mais le coach, c'est un professionnel. Il a des outils psychologiques, il a des outils managériaux, il a une approche qui est vraiment une approche, je dirais, c'est d'abord un métier avant d'être un art. C'est vrai qu'il faut avoir des dispositions personnelles, mais c'est un métier qui est réglementé, il y a des méthodologies. Donc, lui, il va apporter la partie scientifique. Ouais. Il va apporter la partie scientifique et la partie psychologique de l'accompagnement. Et donc, je pense que les deux combinés font quelque chose de vraiment bien. Moi, j'ai eu dans la même période un coach et un mentor. Mon coach, il est sud-africain. Il m'a coaché sur une période d'environ 6 mois. Dans la même période, j'avais un mentor qui lui était basé aux États-Unis. Donc, j'ai eu coach et mentor. En même temps, les deux ne se parlaient pas. Parce qu'avec les deux, je ne faisais pas le même travail. C'est ça. Exactement. Alors, pour un mentoré, pour nos entrepreneurs, pour que justement ce coaching ou alors ce mentorat puisse avoir un impact sur eux, qu'est-ce qu'ils doivent faire en fait? Est-ce que parce que tu sais, on disait il y a des entrepreneurs qui sont têtus, il y a des entrepreneurs qui croient qu'ils connaissent tout. Donc le mentor va peut-être leur proposer des choses qu'ils vont pas vouloir accepter de faire. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire pour que justement ce coaching et ce mentorat-là puissent les aider à avancer et avoir une entreprise à succès en fait? Oui, effectivement. D'accord. À ce niveau-là, ce que j'aimerais dire en fait, c'est que le mentoré, pour que la relation réussisse, il faut qu'il comprenne que c'est une relation d'aide. Ça veut dire que le mentor, il prend sur son temps. Et le temps est précieux. Le temps est précieux. Il prend sur son temps. C'est la ressource la plus importante qu'il peut partager parce que notre vie n'est qu'un ensemble de temps. Donc, quand quelqu'un prend de son temps pour se mettre à votre disposition, respectez ce temps-là. C'est extrêmement important. C'est pourquoi le mentoré, il doit être motivé, ouvert d'esprit. Il a besoin lui-même de connaître ses objectifs. Il doit connaître ses propres objectifs. Okay? Il doit être dans sa tête disposé à être accompagné, à recevoir ce soutien. Et cela signifie qu'il est prêt à écouter les suggestions et les conseils du mentor. Mais il ne doit pas oblitérer son propre jugement. Il écoute les suggestions, il écoute les conseils, mais il juge à la fin. Parce que cet aspect est important, parce que même quand on forme les mentors à la relation, on leur dit,
vous n'imposez rien à votre mentoré. Il écoute les suggestions, il écoute les conseils et il fait son propre jugement. Je parle donc de la disponibilité. Okay? Et il doit être dans une relation de partage également. Ça veut dire que ce n'est pas que de recevoir. Pourquoi? Parce que lui également, en tant qu'entrepreneur de 2020, voilà, il a peut-être quelque chose aussi à apporter à son mentor. Donc, c'est de voir aussi de son point de vue dans la discussion, dans les échanges, ce que je peux également apporter à mon mentor. Parce qu'il n'y a rien de tel qui soit constructive et intéressante pour chacun d'entre nous. Il doit être préparé, mettre du temps et puis faire les suivis en fait. C'est-à-dire que lorsque tu discutes avec ton mentor d'un sujet ou bien d'un problème, après il faut lui faire le feedback. Pour lui dire, finalement, voici ce que j'ai fait, voici le résultat que ça a donné. Ça enrichit votre expérience, ça enrichit l'expérience même du mentor par rapport à d'autres personnes qui vont avoir un mentor. Tout à fait. Tout à fait. Et il faut rendre hommage, il faut être reconnaissant. Il faut autant que faire se peut, quand on a l'occasion de montrer à la personne que son temps, ses ressources, ses contacts, on l'apprécie vraiment. Et n'oubliez pas que parfois le mentor est emmené à ouvrir son carnet d'adresses à son mentor. Faites attention parce que quelqu'un qui vous ouvre son carnet d'adresses, c'est quelqu'un qui a extrêmement confiance en vous. Donc, quand on vous ouvre un carnet d'adresses, soyez vraiment à la hauteur. Parce que les gens vont projeter les valeurs, les qualités du mentor sur le mentoré. Sur le mentoré. Ils vont se dire qu'il est en représentation à chaque contact qui lui vient de son mentor. Pour que vraiment le mentor soit fier de lui et que la relation soit vraiment fructueuse et productive. Merci beaucoup, Adama. Alors, pour ceux qui nous ont rejoints il n'y a pas longtemps, on tire bientôt vers la fin de notre entretien avec M. Adama Gourou et donc on parlait justement de l'importance de se faire accompagner en tant qu'entrepreneur lorsqu'on passe par une crise. Et donc, Adama nous disait que pour lui, c'est primordial d'avoir un mentor ou même un coaching. D'ailleurs, il dit qu'il ne voit même pas comment est-ce qu'on peut faire pour réussir si on n'a pas de coaching. C'est ça, Adama. On peut réussir, mais ça va être beaucoup plus difficile. Alors qu'avec l'aide justement d'un coach et d'un mentor, le chemin est peut-être moins rocailleux et on peut y arriver un peu plus facilement. Et l'autre chose aussi que tu viens de dire, Adama, c'était que pour nos entrepreneurs, si en tout cas ils souhaitent rentrer, avoir un accompagnement d'un mentor ou bien même d'un coach, il est nécessaire pour eux d'être reconnaissant envers cette personne-là et de montrer vraiment que déjà le sérieux, de montrer leur sérieux et de montrer qu'ils sont là vraiment pour apprendre et pour prendre justement les conseils que ces mentors-là peuvent leur donner. J'ai bien résumé les choses? Bien résumé. Ok, alors Adama, on va bientôt tirer vers la fin. Je vais te demander 3 conseils suite à tout ce qu'on vient de dire justement, 3 conseils que tu peux donner aux entrepreneurs sur l'importance. Ah, on a Monsieur Gilles Grébeau qui nous demande quelle est la différence entre le coaching et le mentorat. Monsieur Gilles Grébeau, vous avez pris un peu... On a fait ça au début, hein. Adama, peut-être tu peux lui répondre, mais rapidement, c'est pas possible de répondre rapidement à cette question-là. D'accord, ok. Alors, très rapidement, le mentorat, c'est un aîné, quelqu'un qui a déjà parcouru le chemin. Dans le cadre de l'entrepreneuriat, c'est un entrepreneur chevronné, on va dire. Il a déjà plusieurs années d'expérience. Idéalement, dans le domaine de son mentoré. Sinon, c'est pas si grave que ça. Ensuite, c'est un bénévole. Il n'est pas rémunéré pour ce qu'il fait. Et le coach, en fait, est un professionnel de l'accompagnement qui, lui, normalement, passe par une formation de métier. Idéalement, il est certifié, il connaît les processus psychologiques et de développement du potentiel et il possède il a une démarche, en fait, interrogative qui emmène le client, la personne qui est le coach, à se poser les bonnes questions et à prendre les bonnes décisions. Lui, il n'est pas obligé d'être un entrepreneur à succès comme le mentor dans la relation de mentorat.
Donc, Monsieur Gilles Grébeau, j'espère qu'on a pu répondre rapidement à votre question, mais vous pourrez toujours voir le Facebook Live lorsqu'on aura terminé. Monsieur Adama Gorou explique vraiment un peu plus en long et en large un peu la différence entre les deux, le coach et le mentor. Alors, Adama, comme je disais, on tire bientôt vers la fin. J'aimerais que tu puisses donner 3 conseils. Qu'est-ce que les entrepreneurs doivent retenir de cet échange-là qu'on a eu sur l'importance d'être accompagné? Alors, 3 choses que les entrepreneurs doivent retenir. C'est la nécessité d'être accompagné. Je les encourage vivement à jouer les cavaliers seuls, les soldats seuls. Il n'y a que dans les films d'Hollywood que Rambo arrive à remporter. La guerre tout seul, tue tout le monde. Voilà, la guerre tout seul. Un soldat isolé est un soldat. Un soldat isolé est un soldat bon. Donc, il faut déjà sortir de cette solitude-là. Bientôt, on va lancer des programmes de mastermind pour que les entrepreneurs puissent se retrouver en petits groupes de 10 à 12 de secteurs différents pour justement briser cette solitude-là. Donc, il faut d'abord se dire que c'est impossible d'y arriver seul. Impossible. Déjà, le proverbe africain, on dit si vous voulez aller vite, allez seul. Si vous voulez aller loin, allez-y en groupe. Et justement, on va aller loin, pas forcément vite. On veut aller loin. Et pour ça, il faut prendre cette impérieuse nécessité de ne pas être seul. Deuxième chose, c'est de prendre le temps de travailler sur ses objectifs. Parce qu'aucun accompagnement ne peut vous aider si vous n'avez pas déterminé où vous allez. Bien évidemment, un coach peut vous aider à répondre à cette question. D'où le 1, il faut se faire accompagner. Il faut se faire accompagner. Mais il faut avoir des objectifs. Il faut avoir des objectifs. Et ce n'est qu'en face d'objectifs que le mentor peut vraiment vous aider réellement. Le coach peut vous aider à déterminer ces objectifs. Et c'est que le mentor a déjà fait cette introspection personnelle-là. Où est-ce que vous voulez partir? Okay? Et troisième chose que je dirais, profitez du voyage. Pour moi, l'accompagnement, c'est un voyage. Profitez du voyage. Mettez en application. Dépassez vos peurs. Essayez. Si ça ne marche pas, vous aurez découvert une manière de ne pas faire. Profitez du voyage. Le voyage de la vie, le voyage entrepreneurial, profitez du voyage. Il n'y a rien de si grave. OK? Quand j'ai compris cela lors de ma première faillite, en fait. Pendant des mois, j'étais inquiet à la situation. Je n'arrivais pas à endormir. Je voyais le bout du nez de la faillite pointer, sans trop savoir comment faire pour sortir de cette situation. La société était hyper stressée. J'avais des kilos. Je regardais mes collaborateurs. Je dis, mais dans le temps, ils vont perdre leur job. Mais j'étais tellement dépassé par ce que je ressentais que justement, au moment, ça m'a aidé de pouvoir parler à un mentor qui m'a dit non, pose-toi les bonnes questions. Tu sais que c'est inéluctable, et que vous devez fermer et ça va te donner peut-être un nouveau départ. Mais qu'est-ce qui va te permettre de bien dormir le soir? Je dis, lorsque je vais m'assurer que mes collaborateurs ont pu avoir un point de chute. Et donc, commence à les préparer, à travailler avec eux, à utiliser ton réseau pour voir comment tu peux le trouver un point de chute. OK. Et quand on a commencé à faire ce travail, on a eu des opportunités pour ceux qui allaient partir de toutes les façons, qui allaient perdre leur emploi, mais je t'assure que la pression a baissé. Si tel a eu du boulot, que tel a eu du boulot, qui peut continuer à s'occuper de sa famille, etc., je peux fermer en paix. Je peux fermer en paix. Je me rappelle encore du jour où on a dû appeler des amis pour dire, écoute, je vends les meubles du bureau. Ah, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, écoute, on a fait faillite, machin. Je brade, viens prendre, etc., etc. Les gars sont venus, ils étaient tristes. Mais j'avais eu l'accompagnement de mon mentor qui m'a permis, en fait,
déjà, en ce moment-là, d'envisager le futur. C'est ça. Il t'a aidé à passer à travers, en fait, cette Il m'a dit, période. mais écoute, c'est pas si grave. Tous les entrepreneurs que tu envies là, va relire les autobiographies. Peut-être que tu as sauté les chapitres sur leurs échecs, en fait. Mais va Échoué. se sont cassés la figure. Va relire. Et justement, ça m'a permis. Je me suis dit, bon, ok, tiens, c'est un tremplin. Ça fait partie de mon parcours. Un jour, j'aurai l'occasion de raconter ça. Et on a fermé boutique. J'ai passé 2-3 mois en train de réfléchir, de peaufiner mes nouvelles stratégies. Et après, j'ai créé Plus Coaching. Donc, et depuis que j'ai créé Plus Coaching, j'ai arrêté de travailler. Je m'amuse. Oui, je me souviens, la première fois qu'on s'est rencontrés, justement, tu me disais que tu t'amuses, ce que tu fais, c'est ce que tu avais envie de faire depuis longtemps. Alors, je m'amuse, je ne travaille plus depuis plusieurs années. Mais il était important parce que sans accompagnement dans cette période, on s'isole et chaque fois que quelqu'un te pose la question, on dit quoi au bureau? On n'a pas envie d'être vu comme un échec, on n'a pas envie que les gens sachent que, en fait, ça ne va pas et qu'on a une idée, on a lancé une boîte, on a les gens, ils vont marcher, qu'est-ce que les gens vont dire, etc. C'est votre vie, c'est des gens du personnel, personne n'a rien à dire, vivez là, mais ne restez pas seul, parce que c'est la paix des choses qui et c'est justement ça qui m'a permis de surmonter et puis de faire mieux en tenant compte des erreurs du passé. Mais ce moment est décisif parce que si vous êtes seul, vous êtes tellement embrouillé, vous allez prendre de mauvaises décisions, les unes pires que les autres. Alors qu'il fallait déterminer ce qui était le plus important, c'était les hommes. Parce qu'ils ont placé confiance en nous pendant 2 ans et demi, ils ont donné leur temps, passé des nuits blanches au bureau, certains ont pris des engagements. Vous imaginez, vous avez été au mariage de votre collaborateur, mais il a compté sur quoi pour fonder une famille? Sur le salaire. Et ça, c'est waouh, c'est beaucoup de responsabilités. Sur le salaire que vous lui payez, etc. Tout. Il a mis dans une nouvelle maison et tout. On fait des cadeaux, des couches à la naissance du bébé. Donc, vous devez pour une raison ou pour une autre fermer. Vraiment, c'était ça notre plus grosse crainte. Et Dieu merci, on a pu placer nos collaborateurs chez d'autres personnes qui nous faisaient confiance en leur disant simplement j'ai tel collaborateur, tu sais, il est très bon. Hein. La situation n'est pas trop au top, mais il faut que tu le vois, il est très bon, il pourrait être utile pour toi. Donc, c'est comme ça qu'on a pu trouver de nouvelles opportunités pour nos collaborateurs et que, bon, voilà, finalement, dès que nous, les associés, on s'est dit, bon, tant que c'est nous, on peut se gérer, en fait, en quelque sorte. C'est ça. Voilà. C'est ça. Adama, en tout cas, ce que tu viens de dire, ça m'a beaucoup touchée aussi, hein, et je pense que c'est quelque chose, je pense que c'est pas juste pour les entrepreneurs, d'avoir un coach ou bien même d'un mentor. Je pense que ça s'adresse aussi à tout le monde, que ce soit dans la vie personnelle, que ce soit dans le travail, que ce soit avec l'entrepreneur qui lui gère son entreprise. Je pense qu'avoir quelqu'un qui peut nous aider à passer au travers les moments les plus difficiles, ça c'est vraiment primordial. Merci beaucoup en tout cas pour ces mots. On a Adila Adams qui dit que le mentorat en lui-même ouvre des perspectives aux entrepreneurs mentorés. Un bon mentorat aide l'entrepreneur à en vouloir plus, à changer d'orientation pour s'adapter à un client de plus en plus exigeant. Effectivement, c'est pas faux, Adila. Merci beaucoup pour ton commentaire. Alors, on tire vers la fin. Adama, tu voulais rajouter quelque chose ou Non, je disais justement merci à Adila parce que le point qu'elle aborde est important. Les budgets sont pour régler, donc du coup, vous avez des clients qui sont de plus en plus exigeants parce que justement, l'argent va se faire dans les caisses. Et pour ceux qui sont en activité, c'est pas du tout évident aujourd'hui. Même quand on a des clients, d'arriver à les gérer, à les fidéliser. Et c'est vrai que l'apport d'un mentor est quand même essentiel voilà, pour nous donner les tuyaux, les bons tuyaux, vous aider à nous relancer. Tout à fait. Merci beaucoup, Adama, et merci à ceux qui ont participé. Je vois là Jean-Luc Goran, Samia, Zie Ouattara, Zibarou, Adila Adam,
Alex Komi, Koné Ahmed Yohan, Yannick, Yassi, merci à vous en tout cas d'avoir participé à ce Facebook Live. Adama, une dernière chose, je vais te faire écouter une chanson et tu vas me dire en fait ce qu'elle t'inspire. Un instant. Drake. Drake. Exactement. Donc en français, c'est on a commencé en fait en bas et regardez où est-ce qu'on est aujourd'hui. C'est vraiment la chanson que j'espère que les entrepreneurs pourront chanter avec leurs collaborateurs à la fin décembre, quand ils auront pu sauver leur boîte en disant starting from the bottom, now we're here. Hein, on a commencé par le bas et aujourd'hui on est ici en fait. Donc c'est ce que je peux souhaiter à tout le monde. C'est une chanson de Drake. Pour ceux je pense qu'ils pourront trouver ça facilement sur Internet. Starting from the bottom, now we're here. C'est le tube. Oui, et je pense que c'est une chanson qui me parle effectivement. Est-ce que tu peux la redire? Oui, attends. En tout cas, Adama, merci beaucoup. On va se quitter donc sur ce morceau-là et donc on espère à vous tous que vous avez apprécié cet échange-là et que vous avez appris beaucoup. En tout cas, comme Adama l'a dit, cherchez-vous un mentorat, essayez de trouver un mentor, trouvez-vous un coach, ne restez pas seul. Cette crise-là a touché beaucoup d'entre vous, très chers entrepreneurs, et donc vous ne pouvez pas régler vos problèmes tout seul. Aussi, j'aimerais mettre de l'avant aussi le travail de la communauté, donc entre Africains, qui est donc, comme je l'ai dit, qui a pour objectif justement de réunir des entrepreneurs. Et lorsqu'on voit une crise comme celle du Covid, on se dit encore plus que c'est important d'avoir ce genre de communauté-là d'entrepreneurs où chacun peut s'entraider. Donc, si vous êtes intéressé à rejoindre la communauté, allez sur notre page Facebook, allez sur il y a un petit signe s'inscrire, remplissez le formulaire et donc nous, on va recevoir votre candidature. Continuez à nous suivre sur nos réseaux sociaux, on est sur Facebook, Instagram. Adama, où est-ce que toi, on peut te trouver? Je suis de la vieille école pour l'instant sur LinkedIn et Facebook. Adama, on parle de digitalisation. J'ai réussi ça bientôt. Okay, Entre Africa, c'est vraiment une très belle opportunité, très belle initiative. Merci. Et ça a commencé maintenant, ça a commencé de très loin. C'est par des personnes passionnées d'entrepreneuriat, par des personnes qui veulent vraiment changer le visage de l'Afrique par l'entrepreneuriat. Des gens au parcours inspirant et qui ont trouvé quand même le temps pour dédier leurs compétences de façon pro bono, de façon gratuite. Exactement. Aux entrepreneurs. Donc, je pense que avant de venir vous faire facturer très cher par le coach que je suis, vous devriez prendre vraiment bénéfice dans les programmes entre Africains. Entre Africains. Merci beaucoup. Sans doute, vous allez me retrouver sur d'autres programmes avec Entre Africains. C'est clair. Merci beaucoup, Adama. Donc, et tout courage à toi, force aussi à vous. Merci tout le monde, on vous laisse, ciao, merci. La chanson, attends, je mets le son. Attends, voilà. Salut mon oui. Bye, ciao. Ciao.